Le scrupule de l'apostat de Paul Bourget. Eh bien, interrogea le secrétaire de rédaction des Droits Nouveaux, en s'interrompant d'une correction des preuves. Eh bien, mon Bonneland, nous nous battons demain. Condition dure. Assez. 4 balles à 15 pas. Et s'il n'y a pas de résultat, l'épée. Et Ferraille et Labaume ont accepté ça? Fit Noland. Mais ils sont fous, mon petit Claverie. Ils sont fous. J'avais, moi, accepté d'avance tout ce qu'exigerait Paul Vissac. Quand on a écrit l'article que j'ai écrit, on doit faire honneur à sa signature. Mais ce n'était pas sur lui. C'était sur son père, comme ministre. Ne dites donc pas de bêtises, mon vieux Noland. Pour habiter le palais du Quai d'Orsay, on n'en est pas moins un homme. Et quand on vous insulte d'une de ces insultes qui sont un soufflet, on voit rouge. Vissac a 60 ans. J'en ai 25. Il a la goutte et ne peut pas tenir une arme. Moi, il fit jouer son bras vigoureux. Il me dépêche son fils. C'est trop juste. Et voulez-vous que je vous dise? Je le trouve très crâne, ce garçon. Et Caussade? Caussade, il va me faire un sermon. Les feuilles de sacristie peuvent l'appeler l'apostat, tant qu'elles voudront. Il a beau s'être révolté contre Rome, avoir quitté la soutane, collaboré aux Droits Nouveaux. Il pense comme un prêtre. Il sent comme un prêtre. Sacerdos in aeternum, comme c'est vrai. Je connais son opinion sur le duel. Il me l'a dit assez souvent. Il me citera l'Évangile. L'autre joue. Le nom Oxides du décalogue. Mais mon Évangile et mon décalogue à moi, c'est moi-même. C'est ce que je veux et ce que je crois. Or, je veux qu'on dise de moi, c'est un bougre, et je me bats. Je crois qu'il faut à de certains jours y aller de sa peau. Et j'y vais de ma peau. Pour ce que j'y tiens d'ailleurs. À votre tour. Ne dites donc pas de bêtises, Claverie, répondit Noland. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fiche de crever? Reprit le jeune homme. Je n'ai ni père ni mère, pas de famille. Je ne vous ai jamais conté mon histoire? Non, mais voulez-vous que je vous dise ce que j'ai cru, et un peu tout le monde ici? Que j'étais le fils de Caussade? Allez-y, c'est la légende, je sais. Pauvre Caussade, s'il savait, lui, comparer les dates. Il m'aurait tué tant prêtre. Ça se voit, ricana Noland. Voilà 10 ans qu'il écrit aux Droits Nouveaux, dit Claverie d'un ton amer, qui contrastait avec sa gouaillerie de tout à l'heure. Et vous ne le connaissez pas encore? Mais Caussade, c'est l'homme qui n'a jamais transigé avec sa conscience. L'homme qui ne serait pas resté dans l'église 1 heure, s'il n'avait pas eu la foi, et qui, ayant la foi, et portant l'habit qu'il portait, a vécu les idées qu'il professait, strictement, passionnément, honnêtement. Quand ses supérieurs ont exigé qu'il cessât de collaborer aux journaux socialistes, il a tenu bon, parce qu'il a cru servir l'Église. En se révoltant contre Rome, ce n'est pas sérieux. C'est très sérieux.
Il a voulu prouver qu'on peut être un bon prêtre et un démocrate, voire un révolutionnaire convaincu. Ils l'ont mis en interdit. Il s'y est laissé mettre. Avec quelle douleur! Je l'ai trop vu pleurer tout seul pour en douter. Écoutez bien ceci. Depuis 11 ans, j'ai toujours vécu ou avec lui, ou près de lui. Il n'a jamais cessé de dire son bréviaire. C'est inconcevable, fit Noland. C'est ainsi. Oui, et vous allez juger par son aventure avec moi s'il n'est pas vraiment et profondément un prêtre, comme notre grand Victor Hugo les concevait, reprit le jeune homme. Il y a 11 ans, j'en avais 14. J'étais petit domestique dans une ferme de Normandie, pas très loin de Domfront. Ah, je n'en menais pas large. Le bonhomme et la bonne femme qui m'avaient élevé, dans un village de par là, Lonlay, étaient morts, sans testament, à quelques semaines de distance et presque subitement. Les héritiers m'avaient chassé. Ces excellentes gens s'appelaient la Baume. Ils m'avaient toujours traité comme leur enfant. C'est à leur mort que j'ai appris la vérité. Non pas sur ma naissance, je l'ignore toujours, mais sur mes rapports avec eux. Écoutez-moi bien et vous jugerez vous-même l'inanité de votre hypothèse de tout à l'heure. Un jour, un inconnu, on me l'a décrit comme un monsieur très bien mis, d'environ 35 ans, était arrivé à Domfront avec un enfant de quelques jours. Cet enfant, c'était moi. Il avait donné comme nom Lambert, comme domicile Paris. Par qui connaissait-il l'existence des La Baume? Quels renseignements avait-il pris sur eux? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il était à Lonlay dès le soir de son arrivée, et que le lendemain matin il me déposait chez eux avec une somme qui devait assurer mon éducation. Cette somme, les héritiers La Baume m'en avaient dépouillé. J'avais donc 14 ans. J'y reviens. L'abbé Caussade voyageait dans le pays. Il vient à Lonlay, visiter l'abbaye. Le hasard fait que je le rencontre, comme je gardais mes vaches. Il cause avec moi. Je l'intéresse. Il apprend mon aventure. Il me prend en pitié et il m'emmène. Il était professeur à cette époque, dans un collège ecclésiastique, l'école Saint-André. Il m'y place. Je travaille ferme. À un moment éclate son affaire avec les autorités ecclésiastiques. On l'interdit. Il quitte le collège, bien entendu. Il lui faut écrire pour gagner sa vie. Il me prend comme petit secrétaire. Il se trouve que j'ai moi aussi un brin de plume à mon service. Et voilà comment la charité d'un apôtre, car il a un tempérament d'apôtre, ce qui le distingue de nous, mon bon Noland, avouons-le, a fait de moi un rédacteur dans un journal syndicaliste. Et pourquoi j'irai me battre demain, sans trop avoir peur. Encore une fois, qu'est-ce que ça me fiche d'y rester? Pas de famille, pas d'argent, personne à qui je tienne, qu'à ce brave apostat. Mais depuis que je lui ai déclaré que je suis décidément matérialiste et athée, on dirait qu'il m'en veut. Il doit penser que c'est sa faute. Mais je bavarde, et c'est mon jour d'article demain. Qu'y a-t-il dans les feuilles? Pas grand-chose, dit Noland, en tendant à son interlocuteur un paquet de journaux.
Mais je suis sûr que le patron, si vous le lui demandiez, jamais de la vie. Il sera temps de me faire mettre en congé si j'écope d'un mauvais coup. Ça, c'est vraiment chic, mon petit Clavry, dit un gros homme âgé qui entrait dans la salle de rédaction et qui n'était autre que le célèbre député socialiste Bertin, le directeur des droits nouveaux. Comptez sur le journal en cas de malheur. Et puisque vous y êtes, tapez-moi de nouveau sur Vissac. Il serait trop commode d'arrêter les polémiques d'un coup d'épée ou de pistolet. J'aimerais tout de même mieux attendre que le duel ait eu lieu, répondit Clavry. À votre aise, répondit Bertin. Alors cherchez votre nourriture dans ce tas, ajouta-t-il, en montrant à son tour les journaux. Puis, quand Clavry fut sorti de la pièce, pour aller travailler dans le petit bureau qui lui était réservé. Il a du sang, ce gamin-là, conclut le vieux politicien, en s'adressant à Noland. Mais c'est un nigaud comme son père. Alors vous croyez, vous aussi, monsieur Bertin, que c'est le fils de Caussade, vous en doutez. Mais je ne l'ai pris qu'à cause de ça. Il m'assure pourtant, puisque je vous dis que c'est un nigaud. Il gobe tous les bobards que lui sert l'ex-ratichon. Mais tous ces défroqués gardent un vieux fond d'hypocrisie cléricale. Il n'y a pas de vaccin pour ce virus-là. Vous verrez l'état où le mettra ce duel. Et si nous n'entendrons pas crier la voix du sang. Quand on parle du loup, je reconnais son pas. Nous allons nous amuser. Le bruit d'une démarche pesante s'était fait entendre, en effet, dans la salle voisine, et la porte s'ouvrit pour livrer passage à celui dont l'affreux Bertin venait de parler avec ce cynisme. Hippolyte Caussade avait alors un peu plus de 60 ans. Il était gros et lourd, avec un puissant visage haut en couleur, qu'éclairaient 2 yeux bleus, d'une ardeur tout à la fois et d'une tristesse si extraordinaire qu'il était impossible d'avoir rencontré ce regard et de l'oublier. La sévérité de cette face rasée, un je ne sais quoi de gauche dans l'allure, et en même temps une espèce de dignité, trahissait l'ancien prêtre, comme aussi un mélange inexprimable d'assurance et de timidité. Mais quelle noblesse dans cette physionomie tourmentée, et quel contraste avec la brutalité matoise des prunelles de Bertin. Ces 2 hommes incarnaient d'une manière saisissante l'un, le politicien, l'exploiteur patenté des misères du pauvre, l'autre, l'apôtre, comme avait dit le jeune Clavry, égaré par la plus naïve générosité, qui pratique follement, mais si sincèrement, le misereor super turbam, sans se douter que cette parole sacrée est le contraire même de cet autre, obediam turbe. Plaindre le peuple, c'est le sauver d'abord de lui-même et de ses égarements, que tout l'art des Bertins consiste à déchaîner. Une haine secrète, une fureur, d'autant plus féroce qu'elle était à demi inconsciente, animait le faiseur contre l'honnête homme et le directeur sans scrupules de la Gazette révolutionnaire
contre l'homme de grand talent, hier prédicateur éloquent, aujourd'hui polémiste d'idées redoutables, qu'il employait, qu'il exploitait, qu'il enviait, qu'il dédaignait, qu'il redoutait. Il y avait de tout cela dans son attitude vis-à-vis de l'apostat. Terrible surnom, trop justifié, semblait-il, car l'abbé Caussade, rendons-lui le titre qu'il n'avait jamais cessé de mériter, par sa sincérité et par ses vertus, même dans sa déplorable rébellion, avait été un objet de scandale à trop d'âmes simples. Surnom malgré tout inique. Les motifs qui l'avaient précipité dans ce mauvais chemin étaient si différents de ceux qui font les Judas. « Bonjour, mon cher maître !» lui dit Bertin, avec la jovialité familière, sous laquelle ce faux emballé dissimulait sa dangereuse finesse. « Vous venez aux nouvelles ? C'est décidé. Notre brave Claverie se bat. Ah, le cachotier ! Je vois à votre étonnement qu'il ne vous a rien raconté. »« Il se bat ?» interrogea Caussade. Et une angoisse passa dans sa voix pour demander. « Et avec qui ?»« Avec qui voulez-vous donc que ce soit ? Avec le père Vissac. C'était impossible vu la différence d'âge. Et d'autre part, vous avez lu l'article. Ah, il a de la griffe, votre élève. Les Vissac ne pouvaient pas ne pas marcher. Alors Claverie se bat avec Paul Vissac. » Et l'accent de Caussade était plus troublé encore. Bertin lança vers Noland un regard qui signifiait « Hein, avais-je raison ?» Et ce fut Noland qui insista. « Oui, monsieur Caussade, et des conditions, de vraies conditions de jeunes gens. Le pistolet d'abord, puis l'épée. Ah, ça fera un film. Et une réclame patron pour le journal. Si vous n'augmentez pas Claverie... »« J'y pense, » dit Bertin. « Mais ne vous frappez pas ainsi, cher maître, » ajouta-t-il en se tournant vers Caussade, qui s'était affaissé sur une chaise. « Ces duels à tout casser sont ceux qui finissent le mieux. On se tire dessus, on se manque, on est énervé quand on en vient à l'épée, une piqûre à la main et le tour est joué. Vous m'avez dit que Claverie était là, fit Caussade. Oui, dans son bureau. Et comme l'ancien prêtre se levait pour se diriger vers la porte du couloir, par où avait déjà passé le jeune homme, le directeur député lui cria avec une sincérité qui eût été risible si elle n'avait pas été cynique. « Ne me l'énervez pas, surtout. Il faut qu'il se tienne bien sur le terrain. Il le faut pour lui. Il le faut pour le journal. Noland vient de vous le dire. » Puis, quand la lourde silhouette de son rédacteur eut disparu derrière la porte refermée. « Avez-vous encore des doutes maintenant ? » ?»« Non, » fit Noland. « C'est son fils. » »« Eh bien, patron, il est resté un fameux jésuite. Car ce garçon ne soupçonne rien, je vous en donne ma parole. »« L'autre va le lui dire, » répondit Bertin. « J'ai bien envie d'aller me mêler à leur conversation. Baste. Claverie ne peut plus reculer maintenant. Ils se battront,
et ça fera du bien au canard. Il en a besoin. » Claverie n'était pas dans son bureau, mais sa plume était posée au bord de l'encrier, et sur son buvard, une feuille de papier, dont la moitié seulement était écrite. Deux de ses camarades l'avaient interrompu au milieu de son article. Ils étaient sortis ensemble, et l'abbé Caussade put distinguer sa voix dans un bruit de conversation, qui venait d'une pièce à côté. Au lieu d'aller pour appeler son pupille, le vieil homme s'assit sur une chaise, et il attendit, son coude sur la table, et son front sur sa main. Qu'il était loin des droits nouveaux maintenant, de cette officine de révolution, où il besognait depuis des années, avec un dégoût grandissant, à mesure qu'il s'initiait davantage à la basse cuisine de la politique, au triste dessous d'un parti de niais, conduit par des scélérats, dans le programme duquel il avait cru discerner un reflet de l'Évangile. Ses yeux ne voyaient plus en ce moment les murs de la cellule de copie, que décorait une proclamation en 3 langues, grande affiche qui avait servi de prélude à une monstrueuse manifestation de grève, terminée par une rixe sanglante, et la mort ou la misère de plus de 100 ouvriers. Une autre vision s'évoquait devant ses prunelles, avec un relief presque hallucinatoire. C'était dans une autre cellule, à peine plus grande, celle qu'il occupait à l'école Saint-André, et 10 ans auparavant. Il se revoyait accoudé de même à une table, sur laquelle il y avait également une page commencée, l'ébauche, elle aussi, d'un article pour les droits nouveaux. Mais celle-là était de son écriture à lui. Il portait encore la soutane, et pouvait dire la messe. Il se rappelait avoir été désagréablement surpris, dans cette méditation, par l'annonce d'une dame demandant à lui parler. Supposant que c'était la mère ou la parente de quelque élève, il avait dit qu'on l'introduisît. Une femme d'environ 45 ans était entrée, encore belle, et dont la toilette seule décelait une grande situation de fortune. À peine arrivée dans la chambre, elle avait fait signe au prêtre qu'elle ne pouvait pas parler. « Tout à l'heure, monsieur l'abbé, » avait-elle eu pourtant la force de balbutier. « Je suis trop ému. » Puis, après quelques minutes d'un silence, durant lequel elle s'était reprise. « Monsieur l'abbé, je suis venu à vous parce que je sais que vous êtes un grand esprit libéral, un grand cœur. Vous pouvez m'aider, et vous seul. Par charité, écoutez-moi, et jurez-moi que jamais, quoi qu'il arrive, jamais vous ne répéterez ce que je vous aurai confié. »« Je vous le promets, madame, » avait répondu le prêtre. « Si c'est un secours moral que vous désirez, j'essaierai de vous le donner. »« Ah, merci, » avait-elle dit. Puis, après un silence et avec effort, « Monsieur l'abbé, j'ai un enfant, un fils qui est très malade. Il va mourir. Monsieur l'abbé, il va mourir. »« Et vous voulez que j'aille auprès de lui, madame ?» avait demandé Caussade. « Non, monsieur l'abbé, »
avait-elle répondu avec un geste de terreur. Mon mari ne vous laisserait pas entrer. Non, ce n'est pas cela, monsieur l'abbé, continua-t-elle avec égarement. Cette maladie est une punition. Mon mari et moi, nous avons commis un crime. Nous l'expions. Ah, monsieur l'abbé, il faut que vous m'aidiez à le réparer. Vous le pouvez. Mais comment dire cela? Il le faut pourtant. Comment? Et elle couvrait son visage de ses mains, visiblement en proie à une telle fièvre de honte, que le prêtre en eut pitié. S'il faut absolument que vous me parliez, madame, et si cela vous est trop dur, il y a un moyen, dit-il. Lequel? Avait demandé l'inconnu. Vous confessez tout simplement. Ce que vous n'osez pas dire à l'homme, vous le direz à Dieu, et, qui sait, si vous êtes frappé dans votre fils, à cause de ce que vous avez fait, peut-être désarmerez-vous sa colère. Me confesser? Répondit-elle. Oui, me confesser. J'y avais pensé. Mais il y a si longtemps que je ne saurais plus. Et cependant vous avez raison, mon père. Peut-être fléchirai-je Dieu, car enfin il est le bon Dieu. Venez, ma fille, avait dit l'abbé Caussade, en se levant. Suivez-moi jusqu'à la chapelle. Vous verrez combien il vous sera facile de tout dire, et quelle force vous aurez ensuite. Il l'avait prise par la main. Elle eut une seconde de résistance, puis elle le suivit. Ils descendirent ainsi l'escalier, sans qu'il cessât de tenir dans ses doigts les doigts de la malheureuse, qu'il sentait frémir et se contracter. La porte de la chapelle une fois franchie, il vit qu'elle prenait de l'eau bénite, en tremblant encore. Elle esquissa le signe de la croix, avec plus de décision cependant, et elle alla d'elle-même s'agenouiller dans le confessionnal. 5 minutes plus tard, ayant été à la sacristie prendre un surplis, il s'asseyait à son tour dans l'étroite guérite de bois. À 10 ans de distance, le défroqué retrouvait l'émotion douloureuse dont il avait été saisi à écouter, lambeau par lambeau, la sinistre histoire de cette mère désespérée. Son mari actuel était le second. Elle l'avait eu comme amant, du vivant du premier. Elle s'était trouvée enceinte alors, et dans des conditions telles que ce premier mari ne pouvait pas être abusé. Il serait de la manière la plus certaine qu'il n'était pas le père. Il était officier de marine et absent pour des mois. L'amant avait décidé sa maîtresse à un accouchement clandestin. Tout de suite, il avait emporté l'enfant. Il l'avait confié à des gens de la campagne, en prenant toutes les précautions, pour qu'il ne fût pas possible de retrouver ni la mère, ni le mari de la mère, ni lui-même. Le mari était revenu. Il n'avait rien soupçonné. Il était mort. L'amant avait épousé sa maîtresse. Elle lui avait parlé alors de le reprendre, cet enfant, le petit abandonné. Il avait répondu que cet enfant était mort. Un autre fils était né, celui-là même dont la maladie affolait la mère.
affolé lui-même, et dans une de ces heures de détresse, où le cœur s'ouvre tout entier, le père avait avoué que le premier enfant vivait. Il avait dit où, à qui il l'avait confié. Sa terreur aussi d'aller le rechercher. C'était un homme politique de tout premier plan, trop en vue pour ne pas redouter le scandale et le chantage. L'accouchement clandestin avait été accompagné, en effet, de circonstances plus qu'équivoques, telles qu'une fausse déclaration à la mairie, par l'intermédiaire d'une sage-femme, d'un enfant mort-né qui avait été substitué à l'enfant véritable. Enfin, une de ces sombres aventures à laquelle trop de complices sont mêlés. Et l'homme d'État, très en vue, avait considéré comme d'un suprême intérêt d'épaissir le mystère tout autour de cette vilaine action. Il avait convaincu la mère, sans la persuader. N'existait-il pas un moyen terme? Et alors elle avait pensé à charger quelqu'un de savoir ce que devenait le fils délaissé, dont elle allait expier l'abandon, croyait-elle, par la mort de son autre enfant. Quelqu'un? Mais qui? Elle s'était dit, un prêtre. Son mari étant un des chefs du parti anticlérical en France, elle n'en connaissait point. Plusieurs fois le nom de Caussade, du plus avancé des abbés démocrates, avait été prononcé devant elle. Celui-ci comprendra peut-être, s'était-elle dit, et elle était venue à l'école Saint-André. Mais consentirait-il à se charger de voir l'orphelin? Comment appeler autrement cet enfant sans père ni mère, quoique ce père et cette mère fussent vivants? L'abbé Caussade accepterait-il encore d'être le dépositaire d'une somme d'argent qui permettrait de donner aux malheureux un peu de bien-être, un peu d'éducation? À ces demandes, et dès le confessionnal, le prêtre avait répondu « oui », et il se revoyait allant à Domfront. On devine que Clavry était cet enfant abandonné, poussant jusqu'à Lonlay, retrouvant le petit, s'intéressant à lui, l'emmenant. Il était si seul. Le reste avait suivi. L'enfant était devenu ce jeune homme. Défroqué, le prêtre l'avait gardé auprès de lui. D'abord comme élève, puis comme secrétaire. Le jeune homme s'était trouvé du talent pour écrire. Il était entré au droit nouveau, où collaborait son protecteur. Et ce qui paralysait d'horreur celui-ci, assis là, le coude sur la table, où se voyait l'article commencé de Clavry. L'homme d'État dont le jeune homme était le fils s'appelait Vissac. C'était contre son vrai père qu'il avait écrit, à l'insu de Caussade. Rendons-lui cette justice. Cet article si cruellement injurieux qu'il devait en rendre raison. Et à qui? À son propre frère. Madame Vissac était morte très peu de temps après sa démarche, que Vissac ignorait. Il ne soupçonnait pas que l'abbé Caussade eût recueilli son fils. Et aussi que ce nom de fantaisie, Clavry, cacha le Jean-Louis, sans autre nom, qu'il avait remis, vagissant, au fermier de Lonlay.
Une fois son fils légitime guéri, il s'était appliqué à ne plus jamais parler de l'autre à sa femme. Ce secret, le prêtre interdit, était seul à le savoir maintenant, seul à pouvoir crier à son pupille. « Tu ne vas pas te battre avec ton frère !» Il était si simple à pousser ce cri. Pourquoi cette longue et anxieuse méditation? Pourquoi? Parce que ce secret, l'abbé Caussade, l'ancien aumônier de l'école Saint-André, l'avait reçu en confession. Et il avait beau avoir quitté la soutane. Claverie avait dit vrai. Il était toujours prêtre. Sacerdoce in aeternum. « Comment, vous êtes là, parrain? Et vous ne me faites rien dire ?» Ces mots prononcés par une voix sonore et gaie réveillèrent Caussade de son hypnose. C'était Claverie qui revenait dans son bureau, la cigarette aux lèvres, et dans les yeux la petite flamme fiévreuse du danger prochain. Il avait prévu, on se le rappelle, l'opposition de l'apostat à son duel, et il alla tout de suite au-devant. « J'ai à causer avec toi, Jean-Louis, très sérieusement, » avait répondu Caussade. « J'attendrai que tu aies fini ton article. »« Je sais de quel sujet, parrain, » répondit Claverie. « Mais pourquoi attendre? Nous ne discuterons pas longtemps. On vous a raconté que je me bats en duel demain avec le fils Vissac. Je connais vos idées sur la question. Les miennes sont différentes. Ne me gâtez pas une des dernières causeries que nous aurons peut-être ensemble. J'ai pris des renseignements. Ce garçon est de première force à l'épée et au pistolet, en essayant de me faire revenir sur une résolution inébranlable. » Et soulignant ce mot, en détachant chaque syllabe, il répéta « Inébranlable !» Je vous donne ma parole que ce duel aura lieu, à moins que Paul Vissac ne fasse défaut sur le terrain, ce qui n'est pas probable. Ainsi, je m'attendais que tu m'opposerais tout de suite une fin de non-recevoir, dit Caussade. J'en retiens ceci, que tu savais combien ce duel me ferait horreur. Et tu n'as pas une seconde tenu compte des sentiments de celui à qui tu dois pourtant quelque chose. « Tout, mon parrain !» s'écria le jeune homme. « Je vous dois tout. C'est vous qui m'avez fait, vous qui m'avez arraché à la plus accablante existence, pour me donner l'instruction, l'éducation, la pensée. Aussi je considère que vous avez tous les droits sur moi, excepté celui de t'empêcher d'obéir au plus criminel des préjugés, interrompit l'abbé Caussade. Excepté celui de me faire manquer à l'honneur, répartit Claverie. Il n'y a qu'un honneur, dit l'autre, dont l'émotion étouffait la voix. C'est d'agir d'après sa conscience. Ose prétendre que la tienne ne te crie pas à cette minute même. Si je tue Paul Vissac demain, je suis un assassin. S'il me tue, je serai mort bêtement et inutilement, quand je pouvais vivre pour servir une cause sacrée, celle du peuple, celle des malheureux. Mais si je ne me bats pas, fit Claverie, est-ce que je pourrais encore la servir? Un journaliste qui ne répond pas des articles qu'il a signés, ça ne compte plus, vous le savez bien. C'est pour cela qu'il ne fallait pas écrire cet article, dit amèrement Caussade.
Quand on s'attaque aux personnes au lieu de s'attaquer aux idées, on est très coupable. C'est ce que je t'avais pourtant enseigné. Il y a des moments où les idées et les personnes ne font qu'un, répondit Claverie. Le capitalisme en ce moment-ci, c'est le ministère. Et le ministère, c'est Vissac. J'écrirai encore l'article s'il était à écrire. Je l'ai signé de mon nom, je vous répète. Je dois le contresigner de mon sang, dès que cet homme me le demande, et plus encore quand c'est son fils. Et si je te suppliais, implora Caussade, non plus au nom des principes que je t'ai pourtant donnés, non plus au nom des bienfaits dont j'ai pu te combler, mais au nom de quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais connu, que tu ne peux pas ne pas respecter pourtant. De qui voulez-vous parler? Demanda le jeune homme, dont le regard se fixait soudain dans une expression presque sauvage de tristesse et de dureté. Vous m'avez toujours dit, continua-t-il, que vous ne saviez rien de ma naissance, et je vous ai cru. Si vous m'avez caché la vérité, si vous savez de qui je suis le fils, et que vous vouliez me parler de mon père et de ma mère, eh bien, interrogea Caussade. Eh bien, vous pouvez aller lui dire, à lui ou à elle, si par hasard, ce que je ne croirais jamais de vous pourtant, vous restez en communication avec lui ou elle, à mon insu. Vous avez renié votre fils. Il vous renie. Ne dis pas cela, s'écria douloureusement Caussade. Ne prononce pas une parole inhumaine, sacrilège, impie. Les impies ce sont eux, s'ils m'ont abandonné, comme on me l'a raconté là-bas. Ah, fit Caussade, plus douloureusement encore. L'écho du déchirant appel que la mère lui avait jeté 10 ans auparavant retentissait à nouveau dans son cœur. S'ils n'ont pas pu faire autrement, s'ils ont été pris dans un de ces drames où la naissance d'un enfant qui ne devait pas naître est une catastrophe. Alors, reprit Claverie, vous les connaissez? C'est en leur nom que vous venez. Un autre regard plus sauvage encore, et presque fou, passa dans ses yeux. C'était donc vrai, ce que l'on m'a dit encore, ce que j'ai entendu chuchoter autour de moi ici. Quoi? Dit Caussade. Que je suis votre fils, à vous, répondit le jeune homme. À moi? Cria Caussade. À moi? Répéta-t-il. Tu as pu penser cela? On a pu te dire que moi. De quel accent? Il jeta ce mot à 3 reprises. J'aurais eu un enfant étant prêtre. Toi qui m'as vu vivre depuis 10 ans. Toi qui as su que je puisais ma force contre la plus atroce des épreuves. Contre la calomnie. Contre le mépris. Uniquement dans cette idée. Je n'ai jamais manqué sciemment au devoir sacerdotal. Tu as cru cela, toi? Mais alors qui est-ce? Gémit le jeune homme. Le nom! Dites le nom! Il y eut entre les deux hommes un terrible silence d'1 minute, que Caussade rompit le premier. Je n'ai rien à te dire. Je ne te dirai rien. La phrase de révolte,
qu'il venait de prononcer, pour revendiquer le respect dû à sa probité sacerdotale, avait du coup réveillé en lui le prêtre, qui avait failli faiblir, sur le point de livrer le secret de la confession, même pour empêcher la plus tragique des rencontres. Il s'était repris, et muet, les paupières baissées, murmurant mentalement une prière. Il entendait Claverie répondre. « C'est bien, mais ne me dites rien non plus de ce duel. Il doit avoir lieu et il aura lieu. » À quelques jours de là, deux faits divers alimentaient les chroniques des journaux de Paris et de province. L'un était la mort de notre jeune et distingué confrère, Monsieur Claverie, à la suite de la blessure reçue dans son duel avec Monsieur Paul Vissac. Une balle en plein poumon. L'autre était la rentrée dans l'église de l'abbé Caussade, dont on se rappelle, disaient les feuilles, les retentissants démêlés avec l'autorité ecclésiastique. « Prétendez-vous encore que ce n'était pas son fils ?» disait Bertin à son secrétaire de la rédaction. « Ça me fait deux bons encriers à remplacer, mais on les trouvera. Nous pouvons y mettre le prix maintenant que le canard se remplume. On ne croirait jamais comme ça vous lance un journal. Un rédacteur tué en duel. Quand est-ce que vous vous ferez trouer la peau pour la boîte, mon petit Noland ?» Et le gros défenseur des déshérités, l'opulent directeur des droits nouveaux, rit largement de sa bonne blague. C'est son style. Respectons-le. Ce texte a été écrit en 1912.